Well, the snowflakes fell in silence over Bellwood that night, for a Christmas truce had been declared by both sides of the fight. And as we lay there... Bonjour frères humains. Aujourd'hui, nous avons une petite conférence pour 1917. Comme nous avons fait chaque année, nous avons fait des vidéos pour les différentes périodes commençant en 1914. Aujourd'hui, on arrive en 1917. Et 1917, c'est très important parce que c'est aussi l'arrivée des Américains. L'arrivée des Américains, ça compte beaucoup dans cette guerre parce que les Américains vont venir avec quelque chose qui est assez moderne et qui n'était pas le cas dans ce qui s'était passé jusqu'à présent dans ces 3 premières années de guerre. Ils vont venir avec une préparation et on va dire que finalement les Américains, ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie économique pour cette guerre. À la suite, puisque c'est les Américains qui vont finalement bouleverser cette guerre par rapport à leurs forces, etc. Et c'est eux aussi qui auront le bénéfice de faire le traité de Versailles, c'est-à-dire la paix. C'est eux qui écriront le traité. Mais on mettra aussi après la partie de la stratégie spirituelle, c'est-à-dire que également en 1917, le pape Benoît XV avait eu l'intention de demander la paix de tous les peuples catholiques engagés dans ce conflit, de sorte que il a envoyé Pacelli pour s'occuper de cela, mais on en parle à la fin de la vidéo. Commençons avec les Américains et avec leur stratégie économique très forte. Cette stratégie économique, on aurait pu la sous-titrer stratégie du fuck-off, parce qu'effectivement, après ça, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils ont gagné, parce qu'ils ont vraiment fait mieux que les autres, ils se sont mieux présentés, mieux préparés, et ils ont une force, ils auront une force, aussi une force morale exemplaire. Alors, le principal dans tout ça, c'est bien sûr Woodrow Wilson, qui nous a cédé ici à Genève le palais Wilson, etc. Donc voilà ici une très belle représentation de Woodrow Wilson quand il était jeune, en 1917, jeune président. Il envoie un chef de guerre pour se confronter au conflit, et c'est le général Pershing. Ici, vous voyez le général Pershing qui débarque à Boulogne, le voilà qui arrive en France, etc. Très intéressant, vous voyez son uniforme, tout est bien. Voilà les soldats qui le suivent. Ces soldats, à l'époque, les gens les ont appelés, ils leur ont donné des petits noms, les Français. Ils les appelaient soit les Samis, à cause de l'oncle Sam, ou bien ils les appelaient les Dog Boys. Et les Dog Boys, ça voulait dire qu'ils avaient ici, vous voyez, des gros boutons dorés qui ressemblaient à des donuts. Alors on les appelait Doughboys. Bon, mais vous voyez que l'équipement est déjà beaucoup plus subtil que l'équipement français. C'est plus court, c'est plus rapide, ça laisse plus de facilité dans le mouvement. C'est déjà très important, cette façon, rien que cette façon de faire. Parmi les combattants, on doit relever la présence d'un homme qui va aussi marquer l'armée américaine pendant très longtemps, même jusque sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, à cette époque, le jeune capitaine Patton, qui lui va conduire un char, enfin, il va conduire toute une brigade de chars FT1, qui sont des chars Renault, et il va se battre avec ce genre de véhicule, et il va conquérir tout le nord de la France avec ça, puis aller jusqu'à Berlin de nouveau. Ici,
on vous a mis une très belle photo de soldats américains qui est tout à fait extraordinaire parce que vous voyez aussi leur attitude. Vous voyez ce monsieur avec ses mains sur la cartouchière, cette espèce de côté un peu relax, etc. Ça, c'est 4 Texans engagés dans cette guerre. Pensez que ça vous ferait plaisir de les voir. Non, ils ont quand même gardé un peu leur côté cow-boy, mais c'est magnifique. Quand il arrive en France, le général Pershing, comme il est le chef de l'expédition des forces américaines, la première chose qu'il va faire, c'est se rendre au cimetière Picpus de Paris, où est enterré Lafayette. Et naturellement, il va avoir ce grand mot, qui lui a été soufflé peut-être par un de ses communicateurs, mais qui est une magnifique phrase. Et il est là sur l'estrade, je vous le montre. Il est là sur l'estrade, vous voyez. Donc, la tombe de Lafayette est là, et lui, il dira, Lafayette, nous voilà. Lafayette, we are here. Voilà ce qu'il va leur dire. Et tout ça, ça a été repris par la presse. Ça donne beaucoup d'espoir à tout le monde. Il y a eu beaucoup, ça a été beaucoup médiatisé. Vous voyez, on a beaucoup de documents à ce sujet. Vous voyez, là aussi, quand il arrive, ici à la tombe, le Pershing est là et il salue. Et ici, il faut bien le dire que les Américains, encore aujourd'hui, au cimetière Picpus, c'est eux qui entretiennent la tombe de Lafayette. C'est aussi eux, les Américains, qui ont racheté le château de sa famille et qui l'ont entièrement remis en état là-bas, près du puits en Velay. Ils ont retapé complètement ce château qui s'appelle le château de Chargnac et ils y ont tout refait bien. Et même aux États-Unis, il y a des collèges Lafayette, il y a beaucoup de choses concernant Lafayette. Lafayette, c'est un véritable héros américain aussi, puisque finalement, il a débarqué avec l'Hermione, il a débarqué en Amérique et grâce à lui, Washington a pu battre les Anglais et gagner l'indépendance du pays. Comme je vous disais que c'était tout organisé, celui qui a été un des principaux organisateurs de la victoire américaine, puisque finalement ils ont une stratégie économique, eh bien c'est ce monsieur qui s'appelle Bernard Maness Baruch. Alors ce Maness Baruch, c'est lui qui va s'organiser avec une institution d'État très importante dont il sera le leader, c'est-à-dire la WIB, la War Industrial Board, et lui va diriger ce War Industrial Board qui va reprendre toutes les activités qui concernent la guerre. Alors, c'est énorme. Ça commence avec les aciéries. Voilà ici une vue de la plus grande aciérie en 1917 qui est dans l'Ohio, c'est-à-dire Buckler Steel Casting, c'est-à-dire une aciérie qui est la plus grande aciérie du monde à l'époque. Voilà une autre vue pour qu'on se rende bien compte de la grandeur de l'affaire. Hein. C'est énorme, ça travaille de tous les côtés. Et qui est le directeur et propriétaire de cette grande aciérie? Eh bien, c'est Samuel Bush, c'est-à-dire Samuel Prescott Bush, l'arrière-grand-père du politicien. Donc c'est énorme, comme déjà on voit, lui, après, en 1919, il va diriger dans l'Ohio la Federal Reserve, qui a sa représentation aussi à Columbus. Donc on voit bien que finalement, c'est une question d'un petit nombre de personnes qui reviennent toujours. Lui-même, il a repris cette aciérie du frère de Rockefeller. Donc, c'est quand même
toujours les mêmes gens qui, jusqu'à aujourd'hui, construisent l'Amérique. Dans ce qu'ils vont nous envoyer, ici, on peut voir en 1917 la fabrique des camions Mack. Vous voyez le nombre de camions qu'ils ont fabriqués qui vont partir pour aller faire la guerre. C'est aussi au niveau des armes qu'ils ont fait beaucoup d'efforts parce que les armes étaient trop lourdes. Alors on ne pouvait pas bien manier les choses et puis il fallait quand même arriver à se battre et puis se battre d'une manière moderne. Alors ils ont raccourci le canon. Ça c'est une Winchester qui a été canon raccourci avec la pompe. On a fait canon à pompe et on appelait cette arme le nettoyeur des tranchées. Alors là, avec ça, dans les tranchées, ils ont fait vraiment un massacre, de sorte que ça s'est rapidement su du côté allemand. Dès qu'ils voyaient que les types arrivaient avec le fusil à pompe Winchester, ils levaient les bras, puis ils préféraient être prisonniers que de se faire assassiner. Alors là, vous voyez en couleur la même arme tenue par des collectionneurs. On voit bien que c'est une arme, petite arme, rapide, légère, qui finalement, ça change complètement la stratégie de la guerre aussi. Hein. Et là, vous avez une vue des femmes qui, comme en France, travaillent dans les usines d'armement, ce qui d'ailleurs permettra la libération des femmes, parce qu'elles vont se libérer par les suffragettes, par toutes ces femmes qui vont prendre conscience qu'elles existent, etc., et que finalement il faut se libérer. Eh bien, c'est beaucoup grâce à ces fabriques où elles ont travaillé. Mais regardez-moi ça, c'était quand même pas, elles faisaient pas rien. Regardez ce champ d'obus, c'est quand même incroyable. Donc il y a une construction. Voilà là la même chose. Donc je voulais dire que ces femmes, pour la plupart, après, elles sont devenues suffragettes et puis elles ont obtenu le droit de vote. Elles ont obtenu beaucoup de choses. Elles ont surtout obtenu leur reconnaissance, comme quoi elles étaient importantes pour la nation, qu'il n'y avait pas seulement que les hommes. Alors, vous voyez, là, elle prépare la chose. Les Américains, ils vont s'installer. Les Américains vont s'installer dans des bases parce qu'ils ne veulent pas ils ne veulent pas se battre ni avec les Anglais ni avec les Français. Ils ont décidé qu'ils faisaient eux-mêmes leur stratégie, qu'on leur donne un endroit où se battre, ils vont se battre, etc. Et là, vous pouvez voir les camions Mack qui sont arrivés et vous voyez, ça c'est une base US à Brest. Donc tout arrivait sur le port et après ça partait depuis là. Voyez, donc on voit bien qu'ici ils ont mis 2 étoiles, ça veut dire que la base est tenue par un général. C'est bien précisé US, c'est-à-dire que c'est les United States, c'est-à-dire les États-Unis. Alors voilà, on a bien montré ça. Ils sont totalement indépendants et ils s'organisent. Les Américains sont aussi beaucoup organisés dans cette guerre avec les prisonniers. C'est-à-dire qu'ils ont constaté qu'il y avait des prisonniers allemands, qu'on les mettait dans des camps et puis qu'on devait les nourrir. Eux, ils ont dit, nous, on va prendre ces prisonniers et on va les faire travailler. Alors, eux, ils les ont amenés dans leur base et ici, vous pouvez voir, ils sont entièrement fouillés avant d'entrer et ils vont aller travailler ici à Brest, vous voyez, ou plutôt ici à Nantes, voyez, où il y a, il y a des dépôts avec des biens qui sont arrivés des États-Unis. Alors, ces soldats sont chargés de débarquer les choses, de les charger sur des palettes, de les envoyer là où on leur dit, ou même ici, c'est encore plus étonnant et c'est encore un peu plus bête, si vous voulez, dans le sens que là, il y a les sacs qui arrivent, donc on va décharger toute cette farine, parce qu'en France, finalement, les gens sont en train de se battre sur le front et au niveau de
de la nourriture, au niveau de tout ce qui est nécessaire. On est aussi en perte. Donc on a besoin des Américains qui viennent avec de l'argent, avec de la nourriture, soutenir pour que la France puisse, et l'Angleterre, et puis la Belgique et les autres endroits survivre. Alors là, c'est un peu étonnant, mais on voit les Allemands qui travaillent au déchargement de ces sacs de farine. Et là, il y a un Français qui rigole en les regardant. Voilà, donc on peut dire que les Américains, ils arrivent en 1917 dans cette guerre, surtout avec cette stratégie économique qui est une stratégie très forte qui va leur permettre de prendre le pouvoir sur l'Europe et d'avoir ce pouvoir peut-être encore aujourd'hui, qui sait. Moi, je ne suis pas pour vous le dire, mais enfin, vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Maintenant, on va voir l'aspect de la stratégie spirituelle. Ici, nous avons le pape Benoît XV, Benedictus XV, voilà, ce pape qui a comme Premier ministre le cardinal Gaspari, et M. Gaspari va nommer le jeune Eugenio Pacelli, qui sera après le pape Pie XII. Ce jeune Pacelli, ici, est envoyé en Allemagne pour essayer d'obtenir la paix. Et ce Pacelli est un excellent diplomate. Il aura même une entrevue avec le Kaiser et il va essayer de leur faire comprendre que catholique, qui veut déjà dire universel, eh bien, c'est aussi une condition qu'il faudrait respecter. C'est une condition spirituelle, donc on est catholique, on croit en Dieu, on a suivi un catéchisme, on sait ce qu'on fait. Donc pourquoi est-ce qu'on se battrait et que des catholiques tueraient des catholiques? C'est complètement stupide. Alors voilà, il vient pour essayer de convaincre les Allemands de déposer les armes et de faire une paix qui serait une paix catholique. Effectivement, ça serait, c'eût été énorme si ça avait marché, parce que ça leur aurait permis vraiment d'installer le catholicisme et c'eût été magnifique. Mais vous voyez, déjà à l'époque, une stratégie économique est plus forte qu'une stratégie spirituelle. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Pour l'année 1917, nous ferons trois vidéos. Ça, c'était la première qui s'appelle l'arrivée des Américains dans la guerre. 1917. Voilà.